En tant qu'instructeur d'arts martiaux, je me pose souvent la question de comment apprendre à mes élèves, comment faire en sorte qu'ils apprennent assez vite. Est-ce que je pars sur une approche plutôt traditionnelle ou plutôt moderne? C'est la question que je me pose aujourd'hui et un invité va m'aider à y répondre. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. Alors aujourd'hui, je ne suis pas avec Elliot, il n'est pas parmi nous, mais j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois un invité dans le podcast qui est Léo. Bonjour, Bonjour Léo. merci de l'invitation. Je t'en prie. Donc Léo je vais le laisser se présenter, mais je l'introduis brièvement. Léo qui est mon élève en Wing Chun, qui est un ami, qui est un confident et qui est aussi instructeur à Marseille Wing Chun et également instructeur de Système A, mais je te laisse te présenter brièvement. Alors quand je dis présenter, c'est autour des arts martiaux, tu vas pas me raconter toute ta vie. Mais voilà, peut-être ton background dans les arts martiaux, ce que tu as fait avant et ce que tu fais maintenant, quoi. Ouais, du coup, les arts martiaux, j'ai un peu commencé comme beaucoup de passionnés assez jeunes, hein, dans l'adolescence. Je commençais par le judo, assez traditionnellement. Et comme je suis plutôt grand, je grandis vite, le judo a été mis de côté parce qu'au niveau à l'époque en tout cas, la façon de pratiquer le judo, c'était assez dur pour la colonne vertébrale et les profs de l'époque, les kinés disaient non, il faut qu'il arrête et passer sur autre chose. Et donc du coup, je me suis orienté vers le pied-point. Et à la fin de mes deuxième, troisième années de judo, je commençais un peu à m'intéresser à la self-défense, à y voir un peu plus large que juste le judo en lui-même. Et du coup, j'ai commencé un peu avec du pied-point, avec du kickboxing. Et après, j'ai trouvé un style de kung-fu vietnamien qui s'appelle le Quan Ki Dao. Quan Ki Dao, Qui ok. était un mix entre Viet Vo Dao et Et qui est originaire du Vietnam ou c'est Vietnam. quelque chose qui a été créé là? Non, Ouais, c'est alors en fait, le maître qui est à Toulon était un Vietnamien. ok. Et en fait, son oncle était un Vietnamien, était aussi un maître d'un style chinois. Ok, Je ne saurais pas te dire lequel. ok. Et du coup, il avait fait un mix entre le Viet Vo Dao et le chinois. Donc il y avait un club dans mon coin et à l'époque, je savais voir est-ce que je faisais du karaté ou autre chose. Je suis parti là-dessus parce que je trouve un peu plus souple, un peu plus rond. Voilà, le kung-fu, l'image qu'il y avait, c'était un truc un peu rondeur là où le karaté avait une image très Surtout si dure. on avait le Shotokan en tête. Il n'y avait que ça en plus. Ouais, là-bas. il y avait à l'époque. Dans mon village, il n'y avait que ça. Ouais, il y Oui. avait que ça forcément. Et voilà, donc passionné, rentré à fond là-dedans. J'étais un Ouais. vrai geek, un peu comme aujourd'hui, mais un vrai geek. Je connaissais tous les programmes par cœur. Je m'entraînais à la maison comme dans les films d'arts martiaux. Yes. Et puis après, on en parlera un peu, mais c'est à cette époque-là où le club se tenait plus très bien, cassait un peu la gueule. Et le prof était parti. En termes de niveau, j'étais un peu au-dessus du groupe. Mhm. Un peu d'ego, Ouais. parce que régionalement, j'avais tourné en compétition, je marchais plutôt bien. Et parce que tu étais jeune, forcément. Et j'étais jeune en plus, donc ça favorise d'ego. Et Ouais. puis, j'ai cherché un autre club qui s'appelait le TCR, qui n'existe plus trop en fait. C'est un mec qui était petit gabarit, qui était ancien champion de France de boxe française Mhm. dans les années 70. Ouais. Et qui était seigneur de karaté, d'aïkido, de judo. Il avait fait un espèce de mix là-dedans. Ouais. Et c'était un mec qui tournait un peu qui était dans la même veine que Dominique Valera, il tournait avec lui. Et c'était l'époque où les mecs, ils aimaient bien se fighter Ouais. à Un la peu fête foraine. les débuts du full contact aussi, quoi. Alors, c'était juste avant que Valera amène le full D'accord, contact. ok. Ok, Donc, avant ça. il l'a connu Ah ouais. juste avant ça. Ah ouais, vraiment Mais pionnier. c'était genre, les mecs, c'était à cette époque, dans les arts martiaux, ils cherchaient un peu la réalité des prix. Ouais, Quoi. ouais, Et du coup, ils aimaient bien aller se battre à la fin des fêtes foraines. À minuit, tout le monde était parti, les familles étaient parties. Tous ceux qui restaient, ils savaient que c'était juste là pour se mettre sur la gueule. J'ai connu ça avec un de mes anciens partenaires de Wing Chun quand j'ai commencé. Si fou, il a jamais su cette histoire. Mais il aimait bien tester aussi le Wing Chun. Alors, pas dans les fêtes foraines, mais dans les boîtes de nuit. Voilà, et, oui. Aixoise. Et dans le club, il y en avait un qui faisait aussi pareil, il testait ça aussi. Et là, grosse déconvenue, quoi. Grosse déconvenue. Moi, je Ouais. me pensais plutôt bon en combat, tu vois. Là, j'ai pris cher. Là, les 3 premiers mois, je crois que je repartais en Chine à chacun de cours. Et ouais. Parce qu'en plus, je m'étais mis la barre haute, tu vois, un peu. J'ai dit, attends, le meilleur, c'est lui, il faut que j'arrive à l'atteindre. Et pendant 4 mois, j'ai bien galéré. Ouais. Quoi. Tu C'était un niveau sortais de la sautillant. maternelle où tu étais le plus fort et tu arrives au CP et il y a les mecs de CM2 qui... Donc là, 3 cours par semaine, entraînement à la maison, je remis le niveau. Et du coup, c'est là où je suis passé déjà d'une approche assez traditionnaliste, tu vois, les formes, drill avec partenaires, etc. Mais avec toujours ce truc bien codifié. Et là, un entraînement beaucoup plus libre.
orienté vraiment combat, tu vois? Donc on avait une partie qui était un peu technique, on venait d'un coup de poing, on devait faire un enchaînement de techniques, qui était pas forcément un truc très applicatif, genre type self-défense, mais c'était plutôt pour développer du mouvement, des De la différentes approches, de la coordination. coordination, et cetera. Et après, il y avait beaucoup de sparring. Ok. Beaucoup de sparring, et cetera. Un peu mode, enfin, donc on avait les protèges tibia, on travaillait beaucoup sur les low kicks, avec les cuisses, avec les jambes, et cetera. Et plutôt sans gants, main ouverte en visage, D'accord. donc c'était sparring souple, et cetera. Mais ce qu'il fallait pour pouvoir se mettre des bons low kicks dans les jambes sans trop se ruiner. Ouais. Et beaucoup de travail de PAO. Ok. Puissance de frappe, donc. Ouais, puissance de frappe aussi sur encaisser les coups au sternum avec le hinge palm et pas le hinge punch. Parce qu'on travaillait beaucoup avec la pomme à ce moment, et bam, il fallait vraiment chercher à travailler. Ok. Et c'est là où j'ai revu toute ma façon de frapper, ma façon de combattre, les stratégies de combat, etc. Ah ouais. Et en parallèle de ça, je potassais à fond les bouquins, les livres de Bruce Lee, ma méthode de combat, que j'ai poncé à mort et à mort. Mais ouais, c'est sûr, c'est un des premiers dans les arts martiaux, on va dire, traditionnalistes qui a favorisé l'émergence du sparring, quoi. Donc, ouais, c'est sûr. Et Dominique Valera, alors je sais pas si c'est véritablement une inspiration de Bruce Lee directement, mais peut-être quelque part, ou qui a un peu fait évoluer le karaté vers le full contact, quoi. Bon, qui vient du sol américain, mais ouais, avec Billy Revisor, The Jet, là. Ouais, Billy the Jet. Ouais. Billy The Jet, là, j'ai vu, Invaincu. super intéressant. Ouais. Le podcast que j'avais vu de lui. Avec Jesse Enkamp. Ouais. Et super intéressant. Oui. Fabuleux. Et du coup, quand je suis parti de cette époque-là, je passe juste à autre chose là, par rapport à Dominique Valera. Les arts martiaux, le festival des arts martiaux à Bercy, c'était un peu aussi les VHS à l'époque, que tu regardais à fond. Et je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'était un combat entre Dominique Valera et l'actuel champion français qui était champion du monde de karaté. D'accord. Et deux styles complètement différents. Valera très souple, très fluide, très dans l'enchaînement, etc. Et l'autre beaucoup plus le style marqué Shotokan avec des mouvements très rectilignes, très marqués. Et, ce petit combat de démonstration m'avait énormément marqué. J'avais vraiment adoré cette fluidité qu'avait Dominique Valera, et je pense que ça m'a pas mal influencé sur comment je voulais évoluer dans les arts martiaux par la suite. Parce que quand je suis arrivé donc, au TSCR, j'ai fait mes études d'ingénierie, etc. Et donc j'ai mis ça de côté, je suis passé sur d'autres sports. Mais j'avais envie de reprendre les arts martiaux, mais j'avais pas envie de repartir tout en bas de l'échelle sur un truc très traditionnaliste, à répéter des mouvements, répéter des mouvements. C'est ce que tu m'as dit quand t'es venu au Wing Chun. Ouais, j'avais dit. Et surtout avec cette notion de tu passes un grade par an. Et ça me saoulait, ça. Et du coup, j'ai mis du temps finalement à revenir aux arts martiaux. Et en recommençant les arts martiaux traditionnels avec Wing Chun, avec toi. Pour le coup, Où j'ai quand même bouffé ça, mais bon, mais dans l'évolution, j'ai pu avancer à mon niveau, à mon rythme quand même. J'étais pas freiné dans mon élan, et ce qui m'avait été le cas dans les arts martiaux un peu traditionnels, que j'avais ressenti dans mon adolescence, où un grade par an, tu avais une session d'examen, et c'est tout, et je rongeais mon frein d'un an à l'autre. C'est souvent la difficulté aussi pour un instructeur. J'ai eu le cas comme toi plusieurs fois, et là, il y a 3 semaines en arrière, c'est Arnaud qui a rejoint l'école et qui m'a demandé exactement la même chose à la fin du cours, parce qu'il a un gros bagage dans les arts martiaux, il y a eu Tanglang, Systema, tout ça. Et voilà, il n'a peut-être pas envie de repartir à zéro, mais en même temps, ce que je lui ai dit, ce que je t'avais dit, et me semble-t-il à toi aussi à l'époque, c'est que on est quelque part obligé de repartir à zéro, parce que c'est les fondations du système, mais je peux pas commencer ailleurs que par la Sielong Tao. Dans ce sens-là, mon approche, elle est assez traditionnaliste quelque part. Tu vois, je vais pas te montrer technique du mannequin de bois parce que tu es avancé dans un autre style, tu pratiques depuis longtemps. Non, il faut repartir à zéro. Après, on n'est pas obligé de rester 6 mois sur des fondamentaux. Et en fait, c'est ça qui me faisait peur. Si tu peux absorber ça très très vite, parce que tu as la capacité de faire de la transversalité avec ce que tu as appris ailleurs, et on peut aller plus. Allez, vas-y, on va vite, et on passe les étapes, on les passe juste plus vite en fait, tu vois. Mais si mais on part à zéro, oui, mais c'est juste si tu vas peut-être aller plus vite qu'un débutant lambda qui commence, qui a jamais fait d'arts martiaux de sa vie, qui démarre à zéro, qui est pas coordonné, qui a aucun sens du timing, qui a jamais développé ces compétences-là ailleurs. Lui, il va falloir qu'il prenne pas plus de temps.
par rapport à toi, oui, mais Si on prend toute ouais, l'expérience, juste finalement, il faut une qu'il acquiert des progression compétences. normale quelque Mmh. part. Mais quelqu'un qui a déjà des capacités, qui arrive avec quelque chose, ouais, il peut aller plus vite. Après, il faut juste essayer Ne de pas de griller non plus. alors de pas griller les étapes, ça oui, mais je pensais plutôt à, comment dire? À l'effet que ça peut avoir dans une école, tu vois? Ouais. C'est quelqu'un qui est depuis 1 an ou 2, et en fait, toi tu arrives et au bout de la première année, tu le doubles, tu vois? En termes de grade, en termes de capacité. Voilà, il faut arriver à expliquer aussi les choses, et faire comprendre que, bah, ouais, il y en a qui vont plus vite parce qu'ils en bouffent plus, ils font plus de cours que toi, ou ils prennent des cours particuliers, ou peut-être qu'ils arrivent déjà avec un bagage, qui font qu'ils avancent plus vite, hein. Mais, faut savoir mettre l'ego de côté, et ouais, chacun trouve sa place à son allure, quoi. Le plus important en fin de compte, c'est que chacun progresse, quoi. Ouais, il soit nourri, hein. Ouais. Du coup, moi, c'est ça qui en fait, ce qui m'avait un peu bloqué, après j'avais qu'une expérience dans un art martial traditionnel au final, mais malgré tout, le clash que j'ai pris en changeant de discipline, Ouais. avec une approche différente et surtout sur l'efficacité que je pensais avoir, que j'avais pas du tout, m'a posé pas mal de questions et du coup, m'a fait vraiment hésiter à revenir des arts martiaux traditionnels et du coup, c'est pour ça que je suis passé sur autre chose complètement différent, la capoeira. J'en ai fait pendant un peu moins de 2 ans, la capoeira. Quand je suis Ouais. revenu sur Marseille, quand j'ai Ouais. arrêté mes études, je commençais à travailler, il y en avait sur Marseille et j'avais en tête de la capoeira parce que du coup l'approche, même si tu as pas mal de drills, hein, faut Ouais. pas leurrer, tu as pas mal d'enchaînements quand tu vas aller apprendre la capoeira, tu es seul et tu apprends à faire, tous tes enchaînements Mmh. techniques. Il y avait cette fluidité, cette rondeur et surtout ce qui m'a attiré, c'était ce côté jeu, Ouais. hein, dans la ronde. Mais pour le Heu, coup, c'est traditionnel. Même si c'est une autre et approche, c'est très mais c'est traditionnel très traditionnel quelque mais part. Il du y a coup un bagage culturel monstrueux en énorme, capoeira que énorme, tu peux énorme. pas enlever, tu vois ce que je veux dire? Ah non, non, Sinon, c'est non, plus de non. la capoeira. Si tu si Non. tu il y a pas la musique derrière, si tu as pas, tu vois, tous ces codes Ah culturels, ouais, c'est plus de la capoeira comment quelque rentrer part. dans la ronde, comment Exact. prendre ah non, mais c'était, une chouette expérience, mais du coup, comme c'était vraiment très différent de ce que j'avais connu, bah, du coup, j'étais OK, hein, Ouais, finalement à ouais. vraiment partir facilement à zéro. Puis il y avait toutes ces notions d'acrobatie et surtout ce qui m'a intéressé dans le côté martial parce que même si, on en reparlera avec le système 1, mais la capoeira, il y a beaucoup dit: «Ouais, c'est de la danse, c'est bien et cetera», mais Mmh. c'est pas efficace, quoi. Ouais. Beh, mine de rien, aller essayer et aller voir que les mecs, ils arrivent dans Ouais, une qui ronde savent bouger, bien sûr, ouais. et ça que vouait et puis dans une ronde, tu vois, faut pas oublier que ça vient des favelas, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et les Ouais. mecs sont pas là pour faire semblant et donc Oui, après il y a le spectacle de tu as le rue quelque part, spectacle, voilà capoeira, mais après et après il y a le vrai fight il y a le vrai fight, ouais. et souvent dans les rondes, j'ai connu le passage dans le même Ouais, jeu ouais, où tu vois le switch, ouais, ouais. où les mecs sont là, ils font une moment fluide, c'est de rentrer l'un dans l'autre dans le mouvement et cetera et d'un coup ça se passe, je vais te niquer la tête. C'est Bon, intéressant ça. Ouais. je vais vraiment t'avoir, Ouais, quoi. ouais, Et du coup, tu sens que le style change. ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est moins dans le mouvement et là, c'est plus commencer à être dans les feintes, dans les jeux et Mmh. tu as toujours cette dynamique, cette culture, ces Ouais. stratégies, mais par contre, tu sens que ça veut être aller Et vite à l'efficacité, et quoi. quand tu es là-dedans, la Jinga, elle y est toujours ou pas? Ouais, ouais. Elle y est toujours? Elle est du jeu, mais Même si tu dans l'intention martiale, elle est présente. ouais, Il faut toujours que tu sois en mouvement. mais la Jinga, elle y est? La Jinga, elle Ouais. y est et ça va s'enchaîner. Après, ça Alors la peut Jinga, pardon, parce que ouais, la Jinga, ouais, ça va faut peut-être définir juste brièvement ce que c'est la Jinga parce que ouais, la Jinga, c'est le mouvement de base voilà. qu'on utilise pour rester en mouvement. Parce que le principe de la capoeira, bah, je suis pas un expert, hein, mais en gros, c'est d'être tout le temps en mouvement et de chercher dans le mouvement à se déplacer, Mmh. à envoyer les coups de pied, à esquiver tout en mouvement et en fait que un mouvement Mmh. entraîne le suivant, et cetera. Alors si je me permets, je vais faire un parallèle. Moi qui étais avant joueur de jeux vidéo, je le suis plus depuis, Ah, Eddie sur depuis Tekken. voilà, depuis 10 ans que ma 1re fille est née. Mais, la Jinga, c'est Eddie Gordo dans Tekken quand il bouge pas. C'est ça, Simplement quand tu touches pas les boutons, il danse, voilà, tout il le fait temps, c'est ça tout la le temps. Jinga, voilà, Ouais, donc voilà, exactement. c'est ça, OK, d'accord. Il est plus facile en fait de déformer un mouvement que de l'initier. De l'initier, ouais. Et du coup, c'est vraiment donc en fait, elle y est toujours, mais elle est peut-être pas aussi marquée Ouais, que ce que tu ouais, peux avoir, super cool. Elle commence à se fermer, les bras commencent à se fermer. ouais, ouais. Je me souviens que, Maestre Juruna à Marseille là qui était pas un pratiquant, petit, trapu, Ouais, ouais. pas, fait sur la démonstration des acrobaties, Mmh mh. mais qui a un côté un peu plus martial et assez Mmh. physique dans aller au sol, remonter, aller au Ouais. sol, remonter, aller au sol, remonter
Et souvent, il me reprenait sur ma Jenga Ouais. où en fait, je faisais un peu les mouvements de bras, un D'accord. peu la Eddie joli. Et en fait, il me dit non, 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 il faut que tu te fermes devant, il faut que tu protèges ton visage. Ça, c'est Et donc, rigolo quand parce j'étais que en face de lui, il me mettait des baffes ouais, pour m'obliger à mettre mes bras et à me protéger. Et donc, en fait, ce mouvement de Jenga, on met la tête en avant. ouais. C'est pas un mouvement de non, c'est vraiment, je peux utiliser mes mains. Et en fait, ils ont aussi des frappes D'accord, les mains, ouais. etc. Même si c'est pas le truc que l'on voit le plus. Mais les mains, elles sont présentes. C'est drôle que si on parle de Maestro Jurana, c'est ça? Juruna, ouais. Ouais, Juruna. Ouais, c'est Juruna. Parce que je le connais. Vivant à Marseille, je le connais. Mais par contre, moi, je le connais pas en tant que prof. J'ai jamais fait de capoeira, mais c'est quelqu'un que j'ai croisé très souvent. Et pour le coup, je l'ai croisé en train de faire des shows dans la rue, parce que c'est des choses qu'il fait souvent, tu vois. Ouais, Donc moi, je le connais que le côté démonstratif pour le Ouais. coup. Tu vois, c'est rigolo ça. Ouais, ok. Et du coup, voilà, ce qui m'a intéressé, c'est toute cette approche-là. Approche où l'idée, ça reste du jeu, d'un travail, c'est du sparring souple avec partenaire, Mm. où on cherche à développer des compétences, à chercher à placer la jambe pour faire un fauchage, etc. Mais on est toujours dans la préservation un peu du partenaire, sans rentrer dans juste le pur combat d'ego. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans l'approche de la capoeira, c'est la notion de flow qui est tout de suite, Ouais. qui fait défaut parfois à certaines façons de pratiquer les arts martiaux. Mais là, pour le coup, me semble-t-il que dans la capoeira, c'est quelque chose qui est assez développé tout de suite, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est le principe, c'est que tu sois toujours en mouvement. Voilà. Dès que tu t'arrêtes, c'est fini. Ouais. Et en fait, il faut que ce soit. D'ailleurs, c'est comme ça que tu arrêtes le round quand tu rentres dans la ronde. Il y en a un qui vient, il se met entre les deux, il s'arrête, il Ouais. marque une pause, et du coup, les deux autres voient qu'il y a quelque chose qui est immobile, et du coup, Ça casse le flow. Ouais. ça casse le flow, Ouais, et d'accord. tu inities le deuxième flow avec la nouvelle personne, Ouais, comme ça. super, c'est intéressant ça. Donc, ouais, et voilà. Et comme tu dis, cette notion de flow me plaisait beaucoup. Ouais. Fluidité, flow, etc., développement des acrobaties, lecture du partenaire, parce que tu es toujours dans la lecture du mouvement de ton partenaire. Ouais. Et ça m'a beaucoup attiré. Et ça, voilà, donc en fait, finalement, dans mon parcours martial, il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a le passage de traditionnel à un truc plus libre, orienté très combat, l'expérience capoeira là-dedans, qui s'est arrêtée parce que je faisais d'autres Ouais, activités sportives à côté, le travail, et voilà, Ouais. qu'à moi, je pouvais pas tout faire, et que surtout, je suis sorti de Marseille et que je Ouais, ne sentais ouais. pas de faire Ouais, ce 45 parcours minutes de vie route, après qui voilà. fait qu'à un moment donné, on s'arrête, on reprend. Voilà. Et donc, du coup, voilà, et c'est en 2017 où je suis arrivé chez toi. Yes. Et c'est en 2019 que j'ai commencé le Systema en parallèle, où j'avais commencé à regarder là-dedans. Et effectivement, depuis en Wing Chun, ben, je t'ai suivi, j'ai avancé dans les étapes jusqu'à devenir ton assistant Ouais, technicien, mais et technicien aussi. avancé, donc Ouais. pas qu'un simple élève maintenant, mais quelqu'un qui est quand même assez avancé dans le système. Et du coup, depuis 2019, je me suis investi dans le Systema, que j'ai découvert par hasard, Ouais. en cherchant complètement autre chose. Et ce qui m'a attiré dans le Systema, en fait, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, c'était déjà tout le travail un peu interne. Ouais. On parle d'intervention externe, interne. La pédagogie qui est très différente. Ouais. Et ces notions de flow, et donc pédagogie, flow, et aussi cette dimension vraiment d'apprendre, de se connaître, Ouais. de développer, qui est assez présent finalement dans les arts martiaux que j'avais, dans toutes mes lectures que j'avais faites, qui m'avait beaucoup intéressé, notamment dans l'approche de l'aïkido, dans le livre L'esprit de l'aïkido de Morihei Ueshiba, Ouais. que je trouvais, et du coup je retrouvais un peu cette essence là, et un peu l'essence un peu des films comme Karate Kid. Ouais. Ouais, je sais pas, dans les films qui m'ont marqué, qui m'ont amené dans les arts martiaux, la trilogie Karate Kid d'origine, elle m'a profondément marqué par l'esprit, par vraiment l'esprit du maître dans les films, et qui j'ai appris il y a quelques années, on en avait parlé, ce concept attends que je reprenne mes mots, de shuari, dans les arts martiaux japonais. Alors, rappelle-moi ce que c'est. Shuari, c'est assez présent dans l'aïkido, justement. C'est le principe, en gros, que le shu, c'est tu reproduis exactement les gestes fidèlement. Ouais, par imitation Imitation, de ton et tu cherches pas à rebondir, et instructeur. tu répètes la technique, Ok. Le hara, tu commences à dire, voilà, les règles, je vais commencer à les rompre, et je vais tester un peu toutes ces techniques, etc. Ouais. Et je vais commencer à aller chercher les principes derrière la technique. D'accord. Hein, donc reproduction, le shu a les principes derrière, et le riz, c'est en gros, tout est intégré en moi, et je fais plus de l'aïkido, enfin c'est ma façon de bouger, Ouais.
qui intègre tous les principes, et cetera. C'est Et on fait toi qui t'exprimes en tant voilà, qu'artiste martial, voilà. pour reprendre un peu ce que disait Bruce Lee dans son fameux interview de Et ouais, 71. ouais, ouais. Ouais, OK, merci. Attends, si tu veux bien, Vas-y, on vas-y, on vas-y. finit cette introduction où tu Ouais. t'es présenté, ça fait 20 minutes maintenant, parce qu'on Ouais. n'a pas encore introduit la thématique du podcast d'aujourd'hui, parce on travaille toujours à partir d'une thématique. La thématique dont on avait envie de présenter aujourd'hui, toi et moi, c'était quelles sont finalement les différentes approches pédagogiques aujourd'hui, dans les arts martiaux? C'est-à-dire comment enseigner les arts martiaux aujourd'hui en 2025, à l'heure à laquelle on tourne ce podcast. Voilà, et juste en introduction, hein, pour essayer de cadrer un petit peu, les différentes approches qu'on pourrait retrouver. Il y aurait déjà une approche, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire, vraiment quelque chose qui vient du passé, qui n'a pas vraiment été modifié, une approche qu'on pourrait aussi qualifier de conservatrice quelque part, où il y a le professeur, l'instructeur, le sensei, le sifu, peu importe la culture, de l'art martial, qui est dans la démonstration du geste. Il fait répéter aux élèves, on insiste sur vraiment de la discipline pendant le cours, peut-être un fort rapport hiérarchique aussi entre, l'instructeur qui a la parole divine, qui est un peu, tout puissant, et les élèves qui doivent reproduire, les choses, voilà. Une forte importance aussi, de tout ce qui est rituel, c'est-à-dire, salut au début du cours, toutes les étiquettes, les différentes nomenclatures qu'ils puissent avoir. Voilà, et c'est voilà, une approche qui est assez rigoureuse, qui demande, pas mal, d'humilité aussi de la part, des élèves. Parfois un peu trop dogmatique aussi, hein, et ça on va en parler également. Voilà la première approche qu'on pourrait, voilà, qualifier de traditionnelle. Deuxième approche qu'on pourrait proposer, c'est une approche, bah, plutôt moderne, qui casse un peu, cette approche traditionnelle, hein. Donc une approche moderne, qui dit moderne dit occidentale, même si cette approche-là, finalement, maintenant, on peut aussi la retrouver en Asie, hein. Donc une approche qui est davantage, explicite, où, les élèves vont certes répéter les techniques, mais où c'est pas simplement, «tais-toi et fais», mais où tu as l'instructeur là qui explique pourquoi. Tu vois? Qui explique le cheminement, le process, comment, l'élève, va acquérir, les techniques, par quel processus. C'est une approche où on peut davantage, aussi, évaluer la progression avec des objectifs, avec, un feedback. On fait un retour en arrière de temps en temps, on check si les fondamentaux, si les compétences sont là avant de construire, d'autres. Une approche où peut-être la biomécanique aussi sera davantage présente, c'est-à-dire où, l'élève vraiment il comprend pourquoi il fait tel geste, et c'est pas simplement reproduire, mais c'est comprendre intellectuellement pourquoi tu le fais. Et voilà, ça serait une 2e approche un peu plus moderne, et finalement une troisième approche qu'on pourrait voir, c'est une approche qui est plutôt, expérimentale, ou enfin scientifique, et qui dit scientifique dit parfois expérimentale. Donc une approche où, il y a vraiment la science qui rentre là-dedans. C'est-à-dire la science au service de l'athlète, et qui dit cette approche-là, dit quelque part le sport de haut niveau, le sport de compétition. Et j'entends par exemple maintenant, les, box de MMA, où, on a voilà, des pratiquants qui sont professionnels, qui font des combats, bah, donc pro, pour des grandes organisations que sont l'UFC, ou les autres organisations européennes, peu importe, dont on a parlé déjà dans un précédent podcast, où là, il y a davantage de savoirs scientifiques qui vont être amenés pour faire en sorte que ce combattant-là, soit au maximum de son potentiel. Hein, donc, on imagine, je sais pas moi, des capteurs pour évaluer sa puissance, de frappe, son cardio, et cetera. Vraiment
tout est mis en place au niveau de la nutrition, au niveau de plein de choses pour, amener l'athlète au plus haut de son potentiel et c'est quelque chose qu'on peut voir donc dans le sport de haut niveau, la compétition de haut niveau. Je l'ai dit, on pense au MMA, mais on pense aussi à des organisations comme, l'INSEP qui prépare les athlètes, pour les jeux olympiques, par exemple et voilà pour cette approche-là. Ouais, finalement, la dernière approche qu'on pourrait voir, c'est une approche mixte. C'est-à-dire une approche avec, un peu tout ce que j'ai cité au préalable, un peu un mix des 3, avec des côtés toujours traditionnels qui seront toujours là dans l'enseignement. Si on prend par exemple le karaté, l'enseignement des katas, a priori c'est les plus vieux exercices qui nous viennent du passé, mais ne pas s'interdire de mixer ça avec des éléments, qui sont davantage de nature, scientifique, des capteurs qui permettent de mesurer précisément, comme je l'ai dit, la puissance d'un coup de poing, par exemple, la capacité cardiovasculaire et essayer d'améliorer ça. Donc, il y a aussi, voilà, une approche qui peut se faire de manière mixte. Voilà, comme introduction, ce qu'on pourrait dire sur, les différentes approches pédagogiques qu'on pourrait retrouver, de nos jours. Ouais. Enfin moi, en fait, pour moi, c'est un peu le parcours que j'ai Ouais, que j'ai eu, en fait, ouais, quelque part, ouais. à travers les différentes expériences que j'ai eues. C'était un peu ces différentes approches, Mmh. à part la dernière scientifique où, je suis jamais rentré là-dedans, Ah mais ouais, au pas moins, encore. je pense que les deux premières, on va dire que les 2 premières et puis peut-être une troisième un peu plus intuitive, en fait. Sans pas rentrer dans une approche, purement traditionnelle, une approche, où je donne du sens, mais je reste dans une approche quand même traditionnelle, mais avec plus de sens. C'était une approche vraiment intuitive où, du coup, tu n'es pas dans la répétition de gestes techniques, mais tu es Mmh. dans la recherche du geste par toi-même. Mmh mh. Et c'est là où, du coup, en tant qu'instructeur, je verrais bien, ces 3 approches un peu, accessibles à tout le monde, Mmh. plutôt que la dernière qui est, effectivement, sportif de haut niveau ou, Ouais. voilà, mais par contre peuvent être précurseurs dans les méthodologies. Mmh. Oui, ça, c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est-à-dire, a priori, des sportifs de haut niveau dans le monde des arts martiaux, on a affaire à des gens qui s'entraînent juste tous les jours pour ça, et qui, voilà, vont dans des zones de travail que le commun des mortels de pratiquants d'arts martiaux, a priori, ne fait pas parce que, bah, il fait pas ça toute la journée et souvent on est sous forme de hobby, tu vois? De sport, amateur, de pratique, voilà, amatrice. Donc, on n'a pas forcément le temps d'aller puiser dans tout ce bagage de la recherche scientifique. Mais voilà, on peut en tirer quelque chose de ces pratiques-là, quelque part. Oui, carrément. Moi, je pense que il y a pas mal d'approches que j'avais en fait, c'est dans le monde en fait, dans le monde du sport de haut niveau, on cherche la performance. Donc franchement, au bout d'un moment, quand tout le monde fait la même chose, beh, tout le monde un peu arrive au même niveau et il va falloir trouver, le nouveau paradigme qui va nous Ouais. permettre d'évoluer. Comment se démarquer? Comment Comment arriver à amener aller les plus athlètes loin? plus loin? Ouais. Donc, moi, dans le sport, en dehors de ça, j'avais connu, l'aspect, traditionnel, comme tu disais, la VO2 max, comme on travaillait là-dessus et ce qui m'a beaucoup intéressé les derniers temps, c'était vraiment les différentes, nouvelles approches. La Ido Portal qui a entraîné, McGregor pendant Ouais. pas mal de temps, où là, on est vraiment sur une approche, vraiment Ouais. différente de ce qu'on a connu, dans les arts martiaux, en tout cas. Oui, oui, bah, là, c'est clair que la culture de mouvement, comme je Ouais, pense que c'est lui qui a appelé qui a lancé ça, ça, ouais. qui a lancé, ce terme-là, mais ces dernières années, allez, ces 15 dernières années, on va dire, même peut-être un peu plus, elle a vraiment une place assez importante, dans le domaine du sport, de manière générale, hein, pas que dans les arts martiaux. Mais c'est vrai que Ido Portal, enfin, la méthode Ido Portal, elle a été, assez médiatisé lorsque Conor McGregor a commencé à faire ça et qu'il est devenu The Notorious. On en a Ouais, oui, parlé c'est lors ça. du dernier, podcast avec Elliot, heu, quand il est devenu The Notorious. Pour moi, quand Conor McGregor accède, vraiment à ce stade-là il est super connu, il est hype, machin, tout ça, c'est quand il bat José Aldo avec et qui gagne la ceinture, en fait, tu vois? Et qu'il arrache la ceinture au gars qu'il avait, je crois, depuis 7 ans, il avait Mmh. José Aldo
et qui gagne avec ce KO qui, je crois, c'est 11 ou 13 secondes, quoi. Tu vois, c'est juste un seul impact et bam, il tombe et voilà. Et c'est vrai que on a mis les projecteurs sur Conor davantage à ce moment-là. Et puis on a regardé aussi un peu ce qu'il avait effectué comme entraînement. Et en effet, il s'est entraîné pas mal au mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui était assez novateur, en tout cas pour l'époque dans le MMA. Donc d'autres l'ont fait par la suite. Et il est clair que quand Conor McGregor est arrivé sur le devant de la scène et qu'il a proposé cette nouvelle façon un peu de bouger, enfin, on l'a souvent comparé à un karatéka, tu vois, Oui, avec, parce que plutôt avec en ses plus basse, déplacements, les voilà, mains plutôt plus bas, basses, garde basse, ouais. exactement. Alors qu'a priori, j'ai fouiné, Ouais, il en fait. a jamais J'ai fait. jamais fait. Il en a jamais fait. Donc, dans ce qu'on pouvait voir dans les compétitions de karaté Shotokan, par exemple, où il y a pas mal de déplacements, tout ça, les mecs, ils sont assez mobiles. Finalement, ça y ressemble pas mal à ce qu'il fait, mais du karaté, il n'en a jamais fait pour autant. Ouais. Donc, il a apporté du mouvement au jeu du MMA, mais autrement que par une case art martial dédiée à ça, tu vois, pour le coup, à une méthode de mouvement comme il est au Portal. Et ouais, très intéressant. Très Tu vois, intéressant. tu parles notamment du karaté, là, pour faire un peu je pense qu'en fait, l'image qu'on a du karaté, et c'est ça, peut-être qu'avec le karaté contact, il essaye de lutter, et peut-être que Domi Valera a aussi essayé de casser avec la peau du kickboxing. Ouais. C'est cette image le truc très japonais où tu imagines une cinquantaine de gars en train de faire du kata, faire crier en même temps, Très ancré dans le très ancré sol. dans le sol, etc. Et en fait, on a tous un peu cette image du karaté très, on va dire, dur, rectiligne, et assez figé finalement. Et je pense que l'approche traditionnelle, en fait, aujourd'hui, c'est un peu l'image qu'elle a. Et pour ça qu'on va immerger un peu tous ces éléments. Pour autant, je pense que, quelle que soit l'approche que l'on a, en fait, c'est comprendre pourquoi on l'a fait. Ouais. Et je pense que l'image que j'ai eue dans ma jeunesse avec l'expérience, c'est que cette approche traditionnelle, finalement, comme on me l'avait enseigné, elle n'avait pas suffisamment de sens pour moi. Et surtout, c'était que ça. Mm. Tu vois, par exemple, les Tao, les Kuen, les katas, Ouais. tu l'as fait, il faut faire ça, il faut être super basé. Et c'est très. Et c'est pas. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire la technique. C'est comme ça que tu dois chercher à l'appliquer en combat. Ouais. Tu vois, et toutes les analyses tout le parcours de mon expérience, ça m'a pas mal questionné ça. Est-ce que quand je me suis pris la grosse classe dans la figure, l'ego qui est redescendu d'un mètre 80, du coup, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Ouais, te remettre en question et ouais. Et il y a un article dans Karaté Bushido à l'époque, dans Replay, qui avait dit, quand vous faites vos katas, essayez de les faire comme si vous vous battez vraiment. Mm. C'est-à-dire casser cette notion de posture très basse, etc., de bras très ancrés à la taille, etc., mais cherchez à faire vos katas, faites des mêmes katas, mais comme si c'était plus des mouvements naturels liés à un vrai combat. Et c'est vraiment resté dans ma tête comme une graine en disant que si on a une approche traditionnaliste, en répétant des drills, etc., il faut comprendre pourquoi on le fait derrière et qu'est-ce qu'on fait. Et souvent, on n'en voit que l'image extérieure. Et mon interprétation de la méthode traditionnaliste, c'est que le pratiquant doit avoir un état interne très précis. L'intention. Une intention. Une intention martiale, bien sûr. Une intention très Bon, là, importante. on part dans un autre domaine, mais ouais, bien sûr. Tout à fait. Et ça, par exemple, dans le système A, c'est un truc qui est assez présent hors de cet aspect kata répétition. Tiens, parlons un peu du système A, alors. Ouais. Vas-y. Parce que du coup, dans le système A, ce qui m'a intéressé dans le système A, c'est qu'au lieu de chercher de faire des techniques, donc tu vas prendre un mouvement biomécanique que tu vas répéter jusqu'à ce que tu aies besoin de le réfléchir pour le faire. Dans l'approche, on va dire, traditionnaliste, voilà. Okay. Même les sports de combat, finalement, tu prends du kickboxing, ils ont leur pattern de comment j'effectue un jab, comment j'effectue un cross, un middle kick, etc. C'est pareil, l'approche est la même quelque part. Et cette approche, pour moi, elle est très orientée sur le visuel extérieur. Ouais. C'est comment ça rend, comment ça voit. Ouais. Et le système A, c'est une approche complètement différente. C'est une approche, c'est comment je le sens. D'accord. Comment je le vis. C'est quoi les sensations quand ça marche, c'est quoi mes sensations quand ça ne marche pas. Et c'est mes sensations qui doivent me guider dans ma pratique. Et donc, toute l'approche dans le système A consiste à, plutôt que développer des techniques, c'est développer des aptitudes, une conscience de soi,
Et donc on parle des 5 sens, mais il y a tous les sens de proprioception, Ouais, ouais. d'interoception, etc., qui sont comment je sens mon corps, comment je sens le battement de mon cœur, comment je sens mes tensions, la Ouais. contraction de mes muscles, les relâchements. Et c'est tout ça qu'on cherche à développer. Et je pense que l'image qui est Systema, qui est très ambivalente, hein, aujourd'hui, tu peux avoir des vidéos très dures en Systema, Ouais. mais dans le mainstream, c'est surtout des trucs qui font très bullshido. Alors pour le coup, on Enfin, a tendance à pointer que ça. Alors après, on en a parlé, mais je sais que les réseaux sociaux, enfin, t'es biaisé par les réseaux sociaux parce que l'algorithme te nourrit de ce que il pense que tu as envie de voir. Donc pour le coup, si tu t'attardes un peu trop sur une vidéo de type Bullshido Systema, pour le coup, il va t'envoyer que ça. Et c'est ce que j'ai sur mon feed. Tu vois. C'est ce que j'ai sur mon feed. Et malheureusement, j'en ai parlé beaucoup avec toi. Tu vas avoir l'occasion de t'exprimer là-dessus. Mais bon, déjà, ces vidéos existent. Tu vois, déjà, si elles sont sur mon feed, c'est qu'elles existent. Carrément. Et bon, malheureusement, je ne vois pas de Systema, pas plus que ça, à part les 2-3 que tu m'envoies parfois, où je vois des gars qui bougent bien avec du Systema, tu vois. Mais malheureusement, j'en vois pas beaucoup. Et on voit beaucoup de vidéos de Systema qui tombent dans la case Bullshido. Donc, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Il faut comprendre le contexte du Systema, un peu d'où ça vient. Ouais. Parce qu'à la base, le Systema, c'est en fait, il y a deux, on va dire qu'il y a 2 courants majeurs en Systema. Tu as le courant Kadoshnikov. Donc Kadoshnikov, c'était un ingénieur mécanicien de l'armée russe, qui a développé en 1930 une approche scientifique pour enseigner le combat rapproché. Et c'est pas un militaire? C'est un militaire. Ah, c'est un militaire. C'est un D'accord, militaire. C'est un ingénieur mécanicien militaire. Lui, l'approche, c'était vraiment, en gros, bon, c'est difficile d'avoir un peu d'histoire au Systema. Il n'y a pas beaucoup d'écrits, un peu chacun auteur, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que lui est ressorti comme un des premiers à parler du terme Systema, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, regarder sur... Et c'est factuel, c'était un ancien militaire. Et c'est un ancien militaire, et c'est le premier à avoir fait un manuel. D'accord. Pour enseigner le Kadoshnikov. Et c'est vraiment à l'époque où c'était enseigné via le KGB, enfin assez underground pour entraîner des troupes plutôt des armées spéciales. Très orienté biomécanique. D'accord. Beaucoup sur le travail de mouvement, tu vois, tous les exercices de mouvement qu'on pouvait voir, de type faire le crocodile par terre, etc. J'ai trouvé bien de vidéos des années 60. En fait, les mecs faisaient déjà énormément. D'accord. Et travaillaient cette fluidité de mouvement pour passer de l'un à l'autre. Ouais, ça me fait penser à l'hébertisme. Bon, on va pas forcément pouvoir en parler maintenant. Mais ouais, c'est pareil, ça vient du militaire. Voilà. Pareil. Hein, l'idée, c'est d'être le plus efficace. Et donc, et Kadoshnikov, qui est un ingénieur, avait une approche très scientifique et biomécanique. Ouais. C'est-à-dire, en fait, j'ai revu des vidéos de lui où alors je suis ingénieur de formation en mécanique, et donc il te met des équations au tableau. Il te met des équations, les bras de levier, il t'explique le bras de levier en mettant la force, le moment que ça crée. Je comprends pourquoi ça t'a parlé maintenant. Plus que ça. Et j'ai vu des personnes enseigner comme ça. Alors, pour moi, j'arrive à comprendre. Mais pour le commun des mortels, c'est... Vas-y. Vas-y, donne-moi un coup de poing, on va voir. Mais voilà, et pour le coup, c'est assez codifié, en fait, comme approche. C'est-à-dire qu'ils ont des patterns, des formes pour accueillir un coup de poing. C'est très orienté mécanique, mais ils insistent pas mal sur l'angle de la main, sur l'angle, etc. Donc, c'est très... Ah ouais, ce qu'on peut trouver dans plusieurs approches martiales, quoi. Exactement. Et à côté de ça, ils ont aussi beaucoup travaillé sur la psychologie, la respiration, et ça a été aussi intégré. Et c'est là où, en fait, tu as un autre courant qui est arrivé plus tard, dans les années 70-80, avec Ryabko. Qui, je pense, est... Et le mainstream de YouTube. Le mainstream, maintenant, voilà. Qui est le mainstream de YouTube. Moi, le Systema, je t'en avais parlé un peu. Je me rappelle Sifu, il y a quelques années en arrière. C'est lui le premier qui m'a parlé du Systema. Et il avait chopé un DVD de Martin Wheeler, donc qui est courant, Ryabko, Vassiliev, voilà. Il faut bien me dire les deux. Ouais, d'accord. Bon, on va peut-être pas rentrer autant dans les détails, mais
l'approche qu'il avait eue, c'est nous présenter des exercices de conditionnement et qu'on avait fait, tu vois, un petit peu et j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça absolument génial. Donc on n'était pas du tout rentré dans l'art martial, hein, Mmh. mais on avait, voilà, on avait un peu puisé dans ces exercices de conditionnement, les pompes sur les poings, bouger au sol, nanani, nanana et voilà, moi, c'est mon entrée dans le système A, elle a été par On est là. porté par ça. Voilà, je connaissais pas déjà à l'époque, je te parle de ça il y a, je pense au moins 15 ans en arrière, je connaissais pas l'autre courant que tu as cité. Et en fait, Ryabko, Vassiliev, qui est celui qui a développé le plus à l'international, Vasiliev, ouais, donc Vladimir Vassiliev, qui est l'élève de qui est l'élève de Rabko. Ryabko, en tout Ouais. cas, c'est comme ça que c'est présenté. Ouais. Qui est parti à Toronto, au Canada, à Toronto, Ouais. qui a créé son école et qui a développé ça à fond. D'accord. Donc, qui est aussi un ancien d'armée. Pareil, de toute façon, OK. en système A, les premiers instructeurs sont pratiquement tous viennent de l'armée. Ouais, viennent de l'armée. Et Vassiliev a une approche très au niveau très mouvement. Mmh. Et Rabko a amené une approche très, plutôt interne, Interne. très interne Mmh. et beaucoup travaillé sur les sensations et cetera et assez psychologique. Et donc, du coup, en fait, dans le système A, il y a eu cette évolution de Vladimir Vassiliev qui a été très orienté, efficacité avec, des vidéos assez dures et puis des entraînements apparemment assez durs aussi. C'est-à-dire que les frappes, c'était vraiment là, il fallait les Ouais. encaisser, physiquement, c'était très dur. J'ai besoin d'une vidéo où il disait que, bah, comme il avait que des ceintures noires en face, il fallait qu'il en envoie et puis, en fait, il s'est aperçu que les mecs, ils n'arrivaient pas à suivre. D'accord. Donc il a été obligé un peu de baisser le curseur, c'est ça? Ouais, OK. et du coup, dans les premières vidéos, dans les premiers DVD que tu avais, il était super dur et D'accord. après, quand il est arrivé, c'est beaucoup plus fin et du coup, maintenant, les Rabco, en fait, c'était très interne et quand c'est interne, beh, à la vidéo, ça rend pas du tout. Oui, parce que quand c'est interne, on voit pas déjà ce qui se passe donc ouais et ça rend pas en vidéo, d'accord. OK. Et en fait, c'est un travail lent. Ouais. Et du coup, pour travailler cette Alors sensation interne, il faut du travail lent. alors explique, concrètement, ils font quoi? Pourquoi on associe ça au Bushido? Qu'est-ce qui se passe réellement? Bah Et pourquoi voilà? En fait, il faut voir que chaque exercice, il y a une raison derrière. Et par exemple, on va avoir un partenaire qui va mettre la main sur le corps de l'autre qui va juste bouger un peu son corps, et le partenaire qui va tomber. Mmh. Parce qu'on n'est pas sur une application, on est sur un exercice de partenaire avec partenaire. Mmh. Le partenaire me nourrit et je vais lui renvoyer quelque chose et lui va me donner un feedback pour savoir si c'est bon ou pas. Mmh. En fait, dans l'exercice, souvent, l'intention, c'est de développer une sensation chez le partenaire à travers mon mouvement, mon contact avec lui. Et la sensation que va avoir le partenaire, elle va se témoigner parfois aller au sol. D'accord. Parce que tout le travail doit se faire sans tension. Donc du coup, mon partenaire, il joue ce rôle d'être sans tension. Donc à un moment donné, quand je crée un déséquilibre vers lui juste en équilibrant sa poussée et en le déplaçant un petit peu, Mmh. il va sentir qu'il va devoir créer une tension dans son corps pour rester debout. Et comme le but là, c'est d'apprendre à savoir à retrouver nos sensations, ben, il va pas chercher à s'y opposer, il va lâcher et aller au sol. Ouais. Donc du coup, ça fait l'impression que le gars, il Le tombe mec, tout il seul. est complaisant, il va au Et sol, le il se mec jette tombe au sol tout seul, quoi. Mais parce que on voit ça comme c'est un applicatif. Ouais. Je suis là pour. C'est comme ça qu'on se défend en système A. Tu vois, ça Alors me que ça fait n'a rien penser, à voir, quoi. ça me fait penser à ce que tu dis. Moi, je viens des arts martiaux japonais à la base. J'ai fait du jiu-jitsu traditionnel japonais pendant quelques années, jusqu'à la ceinture noire au grade de Shodan. Et même courant que l'aïkido, ouais, on a un peu les mêmes racines. Et par exemple, sur certaines clés, tu vois le pratiquant qui subit la clé, qui fait des Salto. sauts, tu vois? Et presque des saltos, chose qui est vraiment emblématique de l'aïkido, par exemple, tu vois? Et chose que le public parfois ne comprend pas. Bon, déjà, tu fais ça sur un tatami, hein, donc déjà, tu peux le faire, hein. Bon, déjà, tu peux le faire. Mais c'est une manière au pratiquant qui subit la clé de pas perdre le poignet ou le coude, en fait. En fait, il amplifie ce que lui donne, le gars qui lui fait la clé, de manière à ce que, en effet, il fasse ce salto, mais c'est pour Pour qu'il puisse protéger. conserver son bras Ouais. et pas qu'il pète, tu vois? Et donc oui, on a l'impression, si on est à l'extérieur, qu'on regarde le truc, de dire: «Merde, mais en fait, il saute tout seul». Quelque part, oui, mais s'il le fait pas, le bras, il pète peut-être, tu vois? Et ça, c'est des choses que parfois on a un peu de mal à comprendre de l'extérieur si on n'a jamais vécu le truc, si on n'a jamais appris à faire ça. Donc moi, par exemple, concrètement,
quand j'étais jeune élève, quand on avait un pratiquant qui nous faisait ce genre de clés-là, il les faisait pas à fond. Et Il oui. les faisait pas à fond et puis, on avait mal et sous la douleur, on accompagnait au sol, voilà, doucement. Par contre, les ceintures noires qui le faisaient à fond, ouais, le gars, il s'engageait à fond dans sa clé, mais on sait que l'autre, en fait, il avait la capacité de suivre et de pouvoir, faire son salto ou je me rappelle plus le nom des chutes, mais voilà, il perdait pas le bras, lors de la technique. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est comprendre le cas dans lequel les 2 partenaires évoluent, qui fait que, bah, parfois on fait des mauvaises interprétations parce qu'on ne Ouais. connaît pas ce cadre et l'intention des 2 partenaires. Est-ce que c'est un travail ou est-ce que c'est une application? Alors pour revenir à ça, parce que tu allais en parler, j'en suppose, c'est que souvent finalement, on prend le truc mainstream, bullshido, voilà, qu'on voit très, très souvent enfin que je vois sur mon feed en tout cas. On voit un gars qui a un couteau posé sur le bide ou sur la poitrine et l'autre il fait sa pique et l'autre il absorbe avec le corps, nanani nanana. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait là? Qu'est-ce que c'est? C'est pas une Alors application, hein, a priori? On est sur quoi là? alors ça ferait assez débat, je pense, alors D'accord. déjà, enfin, moi, la vision que j'en ai du systéma et que j'ai partagée avec d'autres, on est tous d'accord, c'est qu'il faut voir déjà le couteau comme un outil d'apprentissage. Ouais, Et c'est comme ça que moi j'utilise dans les cours, c'est comme ça qu'on me l'a fait vendre, c'est qu'en fait, face à un couteau, d'abord tu cours, tu te casses, tu ne exact, restes pas sur place, exact. heu, mais du coup, on c'est plutôt comme un outil. Un outil pour si je te touche avec un couteau, Mmh. automatiquement, naturellement, tu vas avoir des tensions qui vont se relâcher. Ouais, un Là où couteau si je te pousse avec la main, tu vas pas couteau bouger. d'entraînement, hein, on est sur un couteau Couteau émoussé. d'entraînement, voilà, ouais, OK. Moi, j'aime bien travailler avec des couteaux émoussés. C'est des vrais couteaux où Mmh. j'enlève Le le rasoir quoi, le rasoir et tranchant, ouais, j'arrondis un peu la pointe. d'accord. Et il faut que ce soit suffisamment de façon à ce qu'on ait cette sensation Désagréable. désagréable qui fait que ça va te donner envie de bouger. Je me souviens lors d'un stage, j'avais, pendant une démo, il y avait l'instructeur qui était là, qui piquait avec un bâton, on devait travailler sur, bah, laisser passer sur, le mouvement, les relâcher le bassin et Mmh. cetera. Il bougeait moyen et là, il travaillait les yeux fermés et là, tu l'instructeur qui dit: «Attendez, vous allez voir, là, il va bien bouger». Mais Il prend le couteau émoussé et là, il a fait: «Wouah!» Il l'a touché, l'autre, il s'est mis à bouger tout de suite et ouais, et il a bien bougé. ouais, ouais. En fait et c'est là, en fait, c'est parfois, pour pouvoir arriver à développer des aptitudes, quand tu restes dans un truc confortable où tu sais que tu es en sécurité, beh, tu arrives du mal à les Mmh. développer. Par Mmh. contre, dès que tu rajoutes cette notion d'inconfort et puis peut-être de peur, de Mmh. risque, Mmh. de suite, ça va débloquer des choses Ouais. et c'est comme ça que le couteau, en fait, on l'approche. Donc souvent dans ce qu'on voit quelque part, enfin peut-être pas sur toutes les vidéos, hein, où il y a peut-être vraiment des conneries, je sais pas. Mais souvent c'est davantage ce que tu dis, hein, pour résumer, un outil pédagogique qui te permet de travailler, certaines compétences, mais en aucun cas, sur certaines vidéos qu'on voit, c'est une application martiale, en fait. Il y a rien de martial, il y a pas de «je suis en train de défendre un couteau» là. Alors, du coup, après, il y a une autre approche OK. qui est, c'est comme l'approche des coups de poing, comment on gère les coups de poing et c'est là où on se différencie de combat d'arts martiaux. C'est-à-dire que la plupart des arts martiaux, traditionnellement, tu vas apprendre à dévier, à laisser passer et cetera et surtout pas te faire toucher. Ouais, L'approche en systéma, elle est différente. C'est-à-dire que, bah, tu vas partir du pire scénario d'accord. pour apprendre à te défendre. Le pire scénario sur un couteau, bah, c'est que la lame, elle te touche. Fuck. Donc comment tu te déformes pour limiter les dégâts? Ouais. C'est pas que tu vas chercher à te défendre comme ça, c'est comment tu vas faire pour développer des aptitudes pour limiter les dégâts. Et au fur et à mesure, tu vas éloigner la distance. C'est-à-dire que par rapport à une approche plus traditionnelle, tu vas chercher à partir de loin et te Mmh. rapprocher, casser la distance et travailler de plus en plus proche. Là, en fait, c'est l'inverse. Tu pars de très proche et tu vas t'éloigner de plus en plus. D'accord. Parce que tout ce que tu as développé à courte distance, au moment où le couteau est là, bah, tu pourras l'initier avant que ça te touche et du coup d'être mieux placé. Tu travailles le pire quelque part au début. Tu travailles sur le travail de pique au couteau, sur les Ouais. travails de frappe, sur les travails Mmh. de saisie. C'est en gros, tu vas chercher le mec qui te bloque complètement sur une saisie et tu vas chercher à voir qu'est-ce que tu peux faire quand le mec il a déjà fini sa saisie. Et après, tu vas voir ce que tu peux faire, ce que tu vas développer comme sensation, et cetera. Et après, tu vas chercher à travailler juste avant qu'elle soit complètement Mmh. bloquée. Et après, tu vas travailler juste avant qu'il est fermé. Et Ouais. après, tu vas travailler au tout début du mouvement. Ouais, là, tu abordes la notion de timing, mais timing qui est peut-être pris, à contresens par rapport à ce que font la plupart des approches. C'est-à-dire, on essaye de voir, très tôt comment on peut, enfin, quelque part, si je compare avec ce que moi je propose en Wing Chun, tu vois?
mon approche sur le timing, Ouais. elle est plutôt inverse. Oui, tu pars C'est-à-dire, voilà, barre je en pars de bas. ce qui est le meilleur, ce qui est le plus safe et on regarde en dernier lieu, quand j'ai pas pu réagir tôt, mais où je suis engagé très tard dans l'action et ce qui est le plus dangereux et qu'est-ce que je fais à cette dernière limite? Et quelque part, le système A, de manière générale, aurait une approche un peu inverse en termes de timing. C'est je regarde le pire des scénarios et je fais un dézoom quelque part avec ma caméra, quoi. Ouais, exactement. D'accord. Et du coup, et en fait, à travers ça, ce qu'on cherche à donner, du coup, c'est pas des techniques, puisque quand tu es au dernier moment, c'est plutôt des aptitudes Mmh. à bouger librement, à se relâcher, à détendre. Et ce qui va différencier par rapport à d'autres, à l'approche traditionnelle technique, ça va être qu'on plutôt que de chercher à développer des techniques qui vont nous amener vers la compréhension plus tard des principes et finalement le développement à travers la répétition d'aptitudes, là, on va travailler les aptitudes et les principes dès le début. Et au fur et à mesure, des mouvements, on va découvrir des nouveaux mouvements qu'on va découvrir par nous-mêmes et des réponses qu'on va adapter. Parce que finalement, l'objectif que l'on cherche à avoir, c'est l'adaptabilité. Ouais. Et c'est un peu le même esprit que ce qu'on peut avoir dans la constraint lead approach, l'approche par la contrainte. C'est-à-dire que plutôt que parce que ce qu'il y a, on avait Ouais, discuté notamment sur le ouais, JJB, explique ça un peu, ce que c'est que cette c'est approche? moi j'ai découvert ça par hasard sur comment enseigner le JJB d'une autre façon nouvelle. Ouais. Et il y a Greg Souder qui en parle pas mal sur les réseaux sociaux. Et en gros, en JJB, ce qu'ils avaient, c'est un peu comme l'approche traditionnaliste, c'est-à-dire que tu vas définir une technique, un pattern, que tu vas répéter avec le partenaire il sait ce que tu vas faire, etc. Mmh. Et tu vas le répéter, Ouais. jusqu'à comment tu arrives à avoir la bonne coordination pour la technique. Et tu as toutes les étapes à comprendre, tu commences par faire le point A, le B, le C, les C, etc. Et là, dire non, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est pas ça. Notre objectif, parce que dans la réalité, le partenaire, quand tu fais un drill, il n'est pas complaisant. Quand tu Mmh. fais un drill, il est un peu complaisant. Et c'est ce que tu vas faire, on se met d'accord sur les réponses, Oui, où ça oui, va, dans et le drill, il est complaisant. il est complaisant. Mais Et après, après, si tu tu fais du sparring. testes, voilà, si tu testes en sparring, là, forcément, tu tombes avec un partenaire qui joue le rôle de Ouais, l'adversaire et qui va pas te mmh, laisser faire, enfin, qui va te exactement. mettre de la contrainte. Et du coup, parfois, ce que tu faisais en drill, tu n'arrives pas du tout à le refaire. Et, Exact. c'est comme s'il manquait un truc entre les deux. Ouais. Et donc, l'approche, c'est de faire complètement autre chose. C'est-à-dire que quand on dit l'approche, c'est tu mets en place un jeu avec chacun un but différent. Mmh. Tu les mets dans une position différente, chacun avec des contraintes différentes. Et tu leur dis jouer. Par exemple, pour faire passer la garde, tu vas dire, bah voilà, il y en a un qui est dans une position à l'intérieur de la garde du partenaire, et ton objectif, c'est de sortir de la garde. Et c'est tout. Mmh. Et tu dis juste ça. Et dès qu'il y en a un qui est sorti, on inverse les rôles. Ouais. Et en fait, pour eux, c'est dire, c'est un peu comme on apprend à marcher. Quand on apprend à marcher, tu te mets debout, tu balances ton poids du corps sur ta jambe gauche, tu avances ton pied droit, tu le poses, tu déplaces ton poids du corps. On t'a jamais appris comme ça. Non, non, bien sûr. Surtout, Et en fait, ils te disent, bah, l'idée, c'est d'apprendre, comme on a appris à marcher, ben, comment on peut apprendre les arts martiaux, un mouvement. Donc en Ouais. fait, pour l'instructeur, c'est un peu plus difficile, je trouve. Ouais. Parce que quand tu as un plan, c'est facile à suivre, tu répètes la technique, etc. Alors que quand tu définis cette approche-là, tu es toujours en train de t'adapter aux résultats que tu vois de tes élèves. Ouais. Et donc, du coup, ça demande à s'adapter vachement à ce que l'on voit. Et en fait, toute cette approche-là, le maître mot, c'est développer l'adaptabilité des pratiquants. Bah, quelque part, c'est ce que tous les arts martiaux essayent de faire. Enfin, je veux dire. Sauf que là, ce que tu le fais souvent, ce que j'avais connu, bon, c'est moins le cas en Wing Chun, parce c'est quand même la notion d'adaptabilité, elle est souvent là très tôt. Ouais. Mais dans d'autres contenus, c'était tu fais tes gestes, un peu comme en Krav Maga. Je discutais avec le Krav Maga, un partenaire, c'est tu apprends à faire des techniques Mmh. sur une attaque type, et tu répètes, et après tu fais du sparring et tu n'arrives pas à retrouver ces techniques-là. Ouais, ouais. Et là, eux, leur approche, c'est de dire, ben, en fait, on va squeezer toute cette partie drill, répétition, coordination, et on va juste définir des contextes, des contraintes et des règles du jeu qui vont permettre que les pratiquants vont trouver le geste Mmh. par eux-mêmes. Et en Mmh. fait, tout le talent de l'instructeur est d'arriver à créer les bonnes contraintes pour que le mouvement émerge, la solution émerge. Mmh. Elle sera pas exactement la même d'un partenaire à l'autre, mais si les principes sont respectés, bah, du coup, ça Ouais, va ouais, marcher pour c'est les 2. vraiment une approche assez différente. C'est-à-dire là, pour le coup, l'instructeur, il donne pas la réponse. Il Non. dit pas: Là, tu as un problème, bah, écoute, pour résoudre le problème, il faut faire comme ça», tu vois? Avec, que ce soit, quelque chose sur la technique, sur le déplacement, sur, la répartition du poids du corps, peu importe. Mais, non, là, il met, des éléments,
devant les élèves. Enfin, il met des contraintes, comme tu dis, des éléments aux élèves pour que eux-mêmes trouvent la réponse. Exactement. Mmh. Cette approche, elle existe dans plein de sports, hein. Ouais. Heu et dans le système, en fait, maintenant, c'est un peu pareil. C'est un peu l'approche que l'on a. C'est-à-dire que tu vas développer des drills, des jeux, des sensations et c'est juste la différence entre ce qu'on voit en Systema et ce qu'il y a dans la Condition Approach, c'est que la Conditioning Approach, CLA, elle est très orientée sur, j'ai un objectif à atteindre. Donc voilà, donc c'est l'approche un peu Feldenkrais, c'est l'approche somatique du mouvement où, en fait, tu cherches à accorder ton mouvement par rapport à tes sensations internes. Mmh. Donc tu es pas sur un objectif de résultat et mais sur une approche plutôt mes sensations me guident pour savoir comment je dois bouger, comment je dois m'adapter. Ouais. Et c'est là où, en fait, tu peux avoir, où c'est en système 1, finalement, on est un peu là-dedans, un peu dans le CLA. On est Ouais. entre les 2 Ouais. pour développer des aptitudes et intégrer des principes. Voilà, souvent en CM1, on dit qu'on est basé sur des principes parce que les principes sont toujours vrais. Et pour moi, c'est ce qui manque souvent dans les approches traditionnalistes, Mmh. c'est que le principe, bah, les élèves, ils y comprennent pas. Mmh. Parce que finalement, dans l'approche traditionnaliste, les principes, il faut que tu pratiques pendant plusieurs années pour qu'à un moment, tu fais: «Ah ouais, mais en fait, si je mets comme ça, je mets ma main dans cet angle-là ou un autre angle, Mmh. finalement, c'est pas terrible parce que j'ai le principe qui est acquis et Ouais. ça marche quand même». Et c'est ce que le cinéma m'a beaucoup apporté d'ailleurs dans ma compréhension du Wing Chun. Ouais. C'est-à-dire que comme on est dessus dans le principe, dans la recherche Mmh. des sensations et comprendre comment faire vivre le principe indépendamment de la force, Ouais. de la technique du mouvement que j'utilise, ben c'est du coup, dès que je vois une technique de Wing Chun, je comprends le principe derrière. Ouais. Et c'est dans l'approche traditionnelle, souvent, ben ces principes-là sont effacés par, «Non, il faut que tu mettes ta main comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut la faire». Ouais. Alors après, bon, il y a plusieurs approches traditionnelles aussi, hein, parce que j'en ai parlé lors d'un précédent podcast avec Elliot, mais le Wing Chun aussi se veut une approche par principe, par concept et certes, il y a des techniques, hein, les formes sont pas là pour rien, même si la dimension technique dans les formes est bien présente, mais il y a pas que ça dans les formes également. Mais voilà, souvent tu entendras, vraiment de manière assez générale sur le Wing Chun dire: «Le Wing Chun est un système, il y a des principes, il y a des concepts derrière». Après, j'ai envie de dire, ça dépend de l'instructeur, hein. Ouais, Parce que tu peux avoir un c'est ça. instructeur qui est dans un art martial, axé sur des principes et concepts mais qui te présente les choses pas de cette manière-là. Du coup, la compréhension de l'élève, ben ouais, à lui de creuser ou à lui, d'attendre un petit peu, d'en bouffer assez pour comprendre le truc et qui est pas mon approche à moi, en tout cas qu'il est de moins en moins parce que bon, peut-être aussi, au plus les années passent, au plus, bah, je comprends davantage mon propre système, hein, qui est le Wing Chun, donc j'ai une meilleure façon de l'enseigner maintenant, il est clair. Voilà, au bout de 15 années, d'expérience d'enseignement, très certainement que je suis meilleur. J'espère en tout cas que je suis meilleur maintenant qu'il y a 15 ans en arrière, donc ouais, pour moi, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'instructeur. Et en fait, c'est là où finalement, quelle méthode choisir ou pas? En fait, je pense que y a c'est pas, ça dépend de l'instructeur et de la compréhension de l'art qu'il pratique. Mmh. Parce que finalement, je me suis aperçu que mon premier enseignant, bah, en fait, il maîtrisait pas, Ouais. toute la discipline, tout son art et donc il recopiait ce qu'il avait vu enseigner et ça marche et répète-le et un jour ça va marcher, mais en fait, elle avait pas saisi. Ouais Et en et fait dans le mimétisme. et en fait, c'est avec le risque pour moi, ce que je vois dans le risque de l'approche traditionnelle, c'est que à force de génération en génération, ça se perd. On Mmh. perd en fait pourquoi on fait ça. On On sait perd plus pourquoi on pourquoi. fait plus On continue à le faire, mais on sait plus et pourquoi. le sens est perdu. Ouais, Et pour moi, c'est un peu ce qui est arrivé, on a discuté sur le tai chi. Tai ouais. chi qui à la base est un art martial, Mmh. mais quand tu en parles, les gens ils le font plus vivre le côté martial. Ils font vivre le côté, bien-être, le côté sur le corps, travail de tout ce qui est fascia, travaillant lentement, travail d'ancrage dans le sol et cetera. Ça s'est Donc clairement perdu. mais par contre l'aspect martial et qui permet de faire vivre tous ces principes que tu travailles Mmh. seul,
bah, ça a été perdu. Du coup, Ah, on n'est plus dans l'art martial, quoi. 9 instructeurs sur 10, n'abordent pas cet aspect-là parce qu'ils ne le connaissent pas. Déjà, eux-mêmes l'ont pas appris, hein, donc comment tu veux qu'ils le retransmettent? Il y a très peu de gens aujourd'hui qui font du tai chi martial, c'est Et c clair. et pour moi, c'est là où le problème de l'approche traditionnelle, c'est que si tu prends des élèves qui vont faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, ils vont repartir juste avec une notion de technique, mais pas forcément de principe acquis la plupart du temps. Et ils vont dire: «Bah, c'est ça l'art martial». Alors en fait, on n'en est pas là. On n'en est pas arrivé à la fin du, Mmh. Shuhari, tu vois? On n'est pas Ouais, arrivé ouais, au ouais, rite. Tu ouais, arrivé ouais. juste au shu au tout début et en fait, tu as pas compris, tu es pas arrivé jusqu'au principe. Non, non, ouais. Et pour moi, c'est un peu le danger et en creusant un peu pour le Buddha, c'est là où je me suis aperçu que finalement cette approche traditionnaliste, elle est pas si ancienne que ça en tout cas dans l'approche au Japon. Mmh mh. Parce que en introduction du livre de La pierre et le sable, là, sur la vie de Miyamoto Musashi, Ouais. heu, il y a je sais plus le nom de celui qui fait la préface, il le dit, il dit: «En fait, avant quand c'était, des arts guerriers et on Ouais. parlait pas d'art martial, on Mmh. parlait d'art guerrier, il y avait pas cette notion tout le temps de on est 50 à faire le même mouvement, à Mmh. répéter ça. C'était, plus une relation de maître à élève avec peu d'élèves et avec beaucoup cette notion que l'entraînement s'adaptait, aux élèves qui étaient là et c'était pas un protocole d'enseignement et Mmh. c'est que quand, bah, l'ère de paix est arrivée, qu'on a commencé à parler d'art martial parce que toute la classe dirigeante, les Ouais, ouais. samouraïs et beh On a standardirisé le beh, truc, oui et surtout classifié. ils l'ont transformé en art de développement personnel. Ouais, Et aussi, ouais. donc, quand tu fais tes formes, c'est au-delà de chercher à apprendre une technique, tu apprends à travailler sur toi-même, Ouais, à travers l'intensité, la répétition du mouvement. C'est tu répètes ton mouvement, tu répètes ton mouvement pour travailler pas juste ton geste technique et l'ancrage musculaire, mais travailler aussi ton état ouais, interne et cetera. Et après, il y a eu l'approche, en enseignement en masse. ouais, C'est plus facile de dire à tout le monde: «Faites tout le tout à même fait. mouvement» que d'adapter à chaque Ouais, ouais, élève, ouais, tout à l'enseignement. fait. Ouais, ça me fait, tout de suite écho à ce que j'ai vécu, aux Philippines avec, maître Rodrigo Maringa parce que, donc l'escrima, j'en ai parlé, lors du tout 1er podcast, je crois, que j'ai fait avec Elliot où, bah, l'enseignement que j'ai reçu de Maestro Maringa, il est purement individualisé parce que c'est, un système familial. Donc lui, il a appris ça avec son père et en fait, quand il te transmet ça, il est pas tellement fait pour, l'enseignement du groupe de masse. Il est fait pour, l'enseignement mano à mano. Mais pour le coup, c'est très déroutant pour nous occidentaux qui ont l'habitude d'apprendre les arts martiaux, voilà, dans des salles, où il y a, bah, du monde, tu vois? Alors bien sûr, pas tous les cours sont pareils. Parfois, il y a que 10 élèves, parfois il y en a 30. Mais en tout cas avec une structure, tu vois? Avec des trucs qui sont bien codifiés. Là, pour le coup, quand j'y étais, aux Philippines, rien à voir avec ça. Il y avait quelques exercices codifiés, ouais, il y a une forme de comme tous les arts martiaux philippins, il y a des angles d'attaque bien précis. Chaque famille a la sienne. Voilà, quelques exercices codifiés, mais après, tu es vraiment dans cette soupe-là et tu apprends, ce qu'il a bien envie de te montrer le jour J, selon lui, son humeur du jour, selon comment il te sent, selon ce qu'il t'a fait la veille, selon comment tu bouges, selon l'erreur que tu es en train de faire, du coup, il part sur ça. On est complètement dans un truc super individualisé et ouais, ça fait Bah, tout de c'est suite écho à ce que tu dis, quoi. Ouais. Et en fait, maintenant, la difficulté, c'est et pour moi, cette approche-là, elle permet d'acquérir plus vite des compétences Mmh. que la répétition de technique. Parce que la répétition de technique, finalement, si tu veux être apte à t'adapter à toutes les situations, dans une approche de répétition, il faut que tu répètes plein de réponses standardisées, différentes, qui Mmh. couvrent tous les cas. Alors que si tu es dessus dans une approche où tu es tout le temps en train de chercher à t'adapter et à ancrer des aptitudes de relâchement, de vitesse, de lecture de jeu et cetera, beh, du coup, ça va rester ancré plus longtemps en toi. Combien de pratiquants, moi j'ai déjà vu qui avaient fait 2 ans, 3 ans d'arts martiaux, qui avaient que répété le mouvement et qui arrivent après, et qui reprennent ça 10 ans après, bah, ils ont plus rien parce qu'en fait, ils ont que travaillé des mouvements sans comprendre derrière, sans développer vraiment d'aptitude. Ils Ouais, avaient même amélioré un peu leur coordination, mais s'ils ont pu travailler leur coordination par la suite, bah, ils ont tout perdu. ouais. Alors après, juste pour, tempérer ce que tu dis, j'ai rencontré ce genre de pratiquants-là, mais alors des gens qui avaient pratiqué plus longtemps et qui avaient, je pense,
je veux dire plus longtemps, mais approche, je dis plutôt traditionnelle, hein, avec de la répétition de mouvements, nanani nanana, et qui avaient peut-être travaillé suffisamment longtemps pour avoir quand même un ancrage assez fort dans le corps. Pour, X raisons, ils ont dû s'arrêter de s'entraîner, de pratiquer pendant diverses années. Quand ils ont remis le pied à l'étrier, un peu rouillé au début, comme quand tu reprends le vélo, ça fait longtemps que tu en as pas fait, tu tangues un peu, mais au final, ils ont retrouvé l'équilibre assez vite et ils sont revenus dans leur pratique, assez vite et bien, en fait, tu vois? Ça va Assez vite. dépendre du temps qu'ils sont passés au début Ouais, aussi. Ce que tu as dit, ouais, ils ont tout à fait. suffisamment travaillé pour Ouais, que ça ouais, ouais, s'ancre un peu, que les tout à principes fait. soient là et donc Ouais, après ils retrouvent les sensations parce qu'ils sont ouais. arrivés à l'étape où ils commencent à intégrer que c'est des sensations Mmh. qu'il faut acquérir plutôt Mmh. que juste Ouais, ouais, reproduire ouais. un geste Ouais, technique. ouais. Et pour moi, c'est ces 2 premières années, 3 Ouais, ouais. premières années qui font que, bah, peut-être que là, tu vas pas vraiment acquérir des choses. Alors si ça rencontre pas grand-chose pendant 2 ans, bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que dès le dé au bout de ces 2 ans, Mmh. ils repartent avec quelque chose qu'ils vont garder, entre guillemets, «à vie»? Ouais. Ouais. Et tu vois, c'est plutôt sur cette approche-là où je me situe et où j'essaie de voir et je me dis: «Beh, comment on y va? Comment on doit adapter notre, peut-être qu'il faut prendre un peu toutes les méthodes, quoi. Et Ouais. pas juste s'enfermer dans, il faut faire ça, c'est ça qui marche, il faut faire ça, c'est ça qui marche. Parce qu'on pourrait en parler dans un autre podcast, mais il y a aussi la notion de chaque individu a une psychologie différente Ouais, ouais. et du coup, comment on intègre que chaque personne apprend de façon différente. Ouais, ouais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On aura encore beaucoup de choses à dire. Je trouve que c'est assez intéressant. Il y aurait vraiment de quoi étendre et continuer à partir dans divers domaines. Mais, pour un premier épisode, c'était plutôt cool. Bah, merci Bah, merci pour d'être l'invitation. venu et j'espère à bientôt. Tu reviens Ouais, quand tu veux. merci. À Ciao. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et bah, merci Léo encore une fois Bah, d'être merci venu pour l'invitation. et ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs? Hem, quelle approche comment ils aimeraient qu'on leur apprenne les arts martiaux? Pour eux, qu'est-ce qui leur irait le mieux? C'est quoi s'ils devaient Ouais, commencer un art martial, comment ils voudraient que l'approche soit? Traditionnaliste ou super plutôt moderne, ouais, orientée sur le mouvement? old school, vraiment répéter des mouvements, nanani nana ou alors un truc beaucoup plus individualisé, à leur personnalité par exemple. Ouais, exactement. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain podcast. Yes, merci. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.